Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde en ligne de Futurible. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Niagale Bagayoko pour parler de sécurité dans l'espace sahélien. Niagale Bagayoko est docteur en sciences politiques. Elle a fait sa thèse à l'IEP de Paris et cette thèse a reçu le premier prix de l'IHEDN. C'est une spécialité des questions de sécurité en Afrique francophone. Elle a notamment mené des recherches à l'Institut de recherche pour le développement. Elle enseigne maintenant les relations internationales à l'IEP de Paris et elle est la présidente de l'African Security Sector Network. C'est donc probablement un des experts les mieux qualifiés pour venir nous parler de la sécurité dans la zone sahélienne. Et la discussion va être animée par Thierry Homel, membre du conseil scientifique de Futurible, à qui je donne la parole tout de suite. Merci beaucoup Yannick, merci Madame Bagayoko d'être avec nous. Effectivement, on va s'entretenir de questions qui sont sahéliennes et de questions qui sont sécuritaires. On va essayer d'organiser cette conversation autour de différentes séquences. Il semble certainement utile de faire un peu de rétrospective, de savoir comment les choses ont pu évoluer sur le terrain. Et il est certainement intéressant de replacer la discussion à la chute de Kadhafi, au début des affaires en 2012, quand on a des troubles qui commencent à émerger au Mali. On va avoir une discussion sur cette séquence qu'on peut qualifier de séquence 2012, 2013, 2014, 2015, et puis les évolutions qui interviennent après avec un début de ressentiment vis-à-vis de l'intervention qui s'est mis en place et du cadre d'intervention qui est de plus en plus contesté. Donc c'est autour de ces sujets-là, effectivement, qu'on a envie d'entendre Madame Bagayoko, qui connaît ces sujets bien mieux que nous, qui les suit quotidiennement et qui va pouvoir nous dresser un panorama assez réaliste des situations. Alors je vais commencer à vous poser une première question, effectivement, parce que tout le monde n'est pas au courant. Qu'est-ce qui se passe finalement si on reprend la situation en 2012-2013, comment on pourrait interpréter les premières situations de remous au Mali? On a un président qui va être destitué, une nouvelle mandature qui s'installe. Qui sont les acteurs dont on va être amené à discuter pendant cet échange? Les lignes de fracture qui les caractérisent à l'époque, qui sont peut-être pas les mêmes que celles qu'on a aujourd'hui, et quels sont en fait les enjeux? Désolé pour cette longue question, pour cette longue série de questions. Non, je vous remercie. La série de questions est tout à fait légitime parce qu'en effet, ce qu'il est très important de saisir pour avoir une compréhension assez juste de la situation au Sahel, c'est le caractère multidimensionnel de la crise, précisément, qu'on réduit trop souvent à sa seule dimension de la lutte anti-terroriste. Qui n'en est qu'une des composantes. Vous me demandez de remonter à 2012. Je pense qu'il faut même remonter à 2010 ou 2011, dans la mesure où ce qui se produit dans la région va influer sur l'évolution du conflit malien. Il faut se rendre compte qu'il y a deux origines extérieures à ce conflit. Tout d'abord, vous avez évoqué la Libye, mais il y a avant tout l'Algérie, c'est-à-dire que l'influence de la crise sécuritaire algérienne et de la façon dont elle a été gérée par les autorités a eu un impact absolument majeur sur l'évolution du Mali. Parce que c'est forgé sur le territoire algérien une contestation islamique dont la France est familière dans la mesure où certains des groupes islamiques armés, dont le fameux Gelia, sont intervenus de manière sanglante dès 1995 sur le territoire français. Ce fameux Gelia, donc combattu par le gouvernement algérien selon une approche très militarisée, a connu des mutations. Il a changé de nom, il est devenu GSPC, le groupement salafiste pour la prédication et le combat, puis a adhéré à l'internationale d'Al-Qaïda, devenant à ce moment-là Al-Qaïda au Maghreb islamique.
Et donc, cette nébuleuse islamiste d'origine algérienne a été repoussée vers les frontières extérieures du Mali, de l'Algérie, et a trouvé un sanctuaire dans le nord du Mali, précisément. Je vous remercie pour cette précision. Alors là, vous parlez d'acteurs, parce qu'on va certainement les nommer après, comme Droukel, Belmokhtar et tous ces gens-là. Ils ne sont pas encore apparus. Là. Ils ne sont pas encore apparus. Ils sont apparus, mais enfin, ils ne sont pas exactement. En première ligne encore. Donc voilà, donc ça c'est effectivement la composante Al-Qaïda au Maghreb qui devient, après son adhésion à la branche internationale d'Al-Qaïda, qui devient Al-Qaïda au Maghreb islamique. Parallèlement, et s'installe donc dans le nord du Mali. Parallèlement, on assiste à l'intervention occidentale en Libye sous la houlette de la France et du Royaume-Uni dans le cadre d'une coalition placée sous l'égide de l'OTAN, avalisée par une résolution du Conseil de sécurité 1973 qui aboutit à la chute du régime de Mouammar Kadhafi. Or, il faut savoir que de très nombreux rebelles touaregs en lutte de manière longue depuis l'État malien, c'est-à-dire depuis l'indépendance. La première rébellion touareg éclate en 1963 et est réprimée de manière extrêmement sanglante à l'époque par le gouvernement. Et il va y avoir régulièrement toute une série de rébellions touareg, donc celle de 1963, puis les rébellions des années 1990, qu'on a cru résolu de manière endogène avec la signature d'un accord de paix en Algérie, puisque l'Algérie est un acteur très peu visible, mais absolument central dans les dynamiques de la crise malienne, notamment dans sa composante du Nord et sa composante touareg. Donc, cette rébellion, donc, résolue très provisoirement dans les années 90 avec la fameuse cérémonie de la flamme de la paix, c'est-à-dire une sorte de DDR, mouvement c'est-à-dire de désarmement, démobilisation, réintégration avant l'heure et totalement endogène, rééclate de nouveau au début des années 90, dans les années 2000, et on le croit résolu une nouvelle fois par l'accord d'Alger de 2006, et rééclatera donc effectivement en 2012, lorsque les Touaregs qui, à la faveur de leurs différentes défaites dans le cadre des 3 crises que je viens de mentionner, s'étaient réfugiés en Libye et avaient constitué une bonne partie de la garde présidentielle du président Kadhafi. À la chute de celui-ci, ces anciens rebelles touaregs décident de rentrer au Mali et ont la possibilité d'accéder aux stocks d'armes qui sont parfaitement accessibles en Libye, puisque le problème de l'intervention internationale est qu'elle a prévu le renversement et la chute du président, mais absolument rien pour s'y substituer, et y compris aucune mesure n'avait été prise en ce qui concernait les arsenaux présents dans le pays. Donc cette rébellion touareg rentre au Mali, et c'est là que va se mettre en place pour la première fois une coalition de circonstances, c'est important de le dire, qui va durer peu de temps, mais qui est à l'origine du déclenchement de la crise malienne entre les groupes islamistes d'origine algérienne qui ont été semés dans le nord du Mali avec des scissions entre eux. Vous avez évoqué effectivement Abdelmalek Drouhdel qui appartenait à Al-Qaïda, mais il y a Al-Qaïda au Maghreb islamique, donc AQMI, mais il y a une scission de ce groupe AQMI avec Belmokhtar, en effet, qui crée son propre groupe Al-Morabitoun. Il y a un autre groupe qui vient de l'extérieur, enfin qui est composé à la fois de combattants locaux du Nord Mali, mais dont la tête provient du Sahara occidental. C'est le Moujao, le mouvement pour l'unicité du djihad en Afrique de l'Ouest, et le fameux groupe Ansardine, qui est dirigé par Yadak Ghali, qui est un Touareg très connu dans les milieux internationaux, tout d'abord parce que c'est un ancien diplomate qui a été en poste notamment en tant que consul à Djeddah, et d'autre part parce que c'est celui qui a négocié la libération de tous les otages occidentaux de la région
durant la décennie des années 2000. Est-ce que je peux… alors, vous avez parlé d'une coalition opportuniste, et je crois que c'est important qu'on s'arrête un peu là-dessus. Effectivement, donc, le mouvement national de libération de l'Azawad, est-ce qu'on peut qualifier ce mouvement, comme certaines personnes l'ont fait, de mouvement islamiste, initialement? Bien sûr que non. C'est là que j'allais en venir. Bien sûr que non. Et moi, personnellement, je n'ai jamais entendu qualifier le MNLA d'islamiste. Non, mais parce que c'est le vocable global qui a été repris pour… Se fait justement cette alliance entre les anciens rebelles, donc Touaregs, qui le redeviennent, donc revenus à leur retour de Libye, qui crée effectivement ce mouvement qui est le MNLA, qui décide de faire alliance avec ces groupes islamistes armés, notamment en Sardine, qui lui est véritablement composé d'Iforas Touareg, à l'instar de son chef, donc Yadag Gali. Alors peut-être une précision aussi sur les Iforas, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde maîtrise les hiérarchies des systèmes Touareg, si vous voulez bien. Alors, ce qui est important, et c'est encore très très vrai aujourd'hui, hein, justement, c'est que tous ces groupes armés que l'on voit fleurir, parce qu'il va y en avoir d'autres, hein, dont je vais parler un peu plus tard, ils ont une constitution qui est fondée sur des appartenances communautaires et intracommunautaires. Ça, c'est fondamental de le dire. C'est-à-dire qu'au sein même des différentes sociétés sahéliennes, des communautés sahéliennes, on a affaire à une structuration extrêmement hiérarchisée, à un système de caste. On parle toujours du système de caste à propos de l'Inde. Il faut savoir que les sociétés sahéliennes sont des sociétés de caste et ceux qui n'appartiennent pas aux catégories dominantes, aux catégories supérieures, sont d'ailleurs qualifiés de castés. Et donc, il y a au sein de la communauté Touareg, en particulier, différentes tribus, et le mot de tribu est revendiqué. Il ne faut pas dire « ah là là, on parle de tribu, c'est péjoratif ». Non, les tribus Touareg sont reconnues institutionnellement et par les Touaregs eux-mêmes. Et donc, il y a effectivement des castes supérieures, dont celle des Iforas, originaires de la région de Kidal. Et Yadag Gali appartient à cette communauté. La situation étant complexe, comme on l'a dit tout à l'heure, et multidimensionnelle, on se trouve donc là au début de 2012, qui correspond à la fin du mandat du président Amadou Toumani Touré, qui arrive au terme de son deuxième mandat. C'est un président qui est un ancien militaire, qui avait perpétré un coup d'État contre le dictateur lui-même installé au pouvoir à la suite d'un coup d'État, un dictateur qui s'appelait Moussa Traoré, qui avait accédé au pouvoir en 1968 en renversant le père de l'indépendance, Modibo Keïta, et qui avait lui-même été renversé donc par Amadou Toumani Touré en 1991 au moment de ce qu'on a appelé l'époque des conférences de la Baule, qui a introduit des processus de démocratisation d'Afrique francophone. Amadou Toumani Touré, cependant, a immédiatement rendu le pouvoir aux civils, ce qui a permis la tenue d'élections démocratiques et une dizaine d'années pendant lesquelles le Mali a été vraiment considéré comme la vitrine démocratique de l'Afrique francophone, en instaurant un grand nombre d'institutions indépendantes, de contrôle de l'état de droit, d'organisation de la société civile, etc. Et donc, le président Amadou Toumani Touré s'est présenté lui-même de manière totalement démocratique aux élections, 10 ans après ce coup d'État qu'il avait perpétré. On avait parlé de coup d'État démocratique à l'époque, et a été même réélu ensuite. Mais voilà, à un mois de la fin de son mandat, il est lui-même renversé, donc le 22 mars 2022, par un nouveau coup d'État qui est perpétré cette fois-ci par des officiers subalternes conduits par le capitaine Amadou Sanogo. Et c'est donc dans cette confusion qui s'instaure au Mali, avec une armée qui va être très divisée parce que ces officiers subalternes qui appartiennent à ce qu'on appelle la catégorie des bérets verts décident de faire une purge dans l'armée contre
les élites de celles-ci, qu'on appelle les bérets rouges, qui sont notamment issus des forces aéroportées, des commandos parachutistes, auxquels appartient d'ailleurs le président ATT, ceux qui divisent totalement l'armée de manière très sanglante et empêchent celle-ci d'être totalement concentrée sur l'offensive que décide à ce moment-là de lancer cette alliance entre groupes djihadistes et groupes indépendantistes touareg. Merci beaucoup pour cette séquence. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Parce que c'est là qu'en fait, on voit effectivement, donc on a les puissances européennes qui sont déjà tout à fait présentes en Libye, et tout d'un coup, une intervention se dessine. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'intervention française, donc décidée sous François Hollande, puis du début de l'opération Serval, en fait? Alors, cette intervention, elle est décidée dans un contexte de transition, parce qu'après le coup d'État perpétré par la junte du CNRD dirigée par Amadou Sanogo, l'organisation sous-régionale, donc la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui a un mandat en matière de gestion des conflits dans la sous-région, décide d'intervenir politiquement pour favoriser, imposer même le retour à l'ordre constitutionnel. Donc on voit quand même un parallélisme avec ce qui se produit aujourd'hui encore. Hein. Oui, donc, alors la force en attente justement de la CEDEAO. Alors là, on n'est pas encore totalement sur la force en attente, on est vraiment pour l'instant dans l'approche politique. C'est-à-dire qu'il y a une demande de retour à l'ordre constitutionnel. Et cette démarche politique de la CEDEAO est couronnée de succès, il faut le dire, c'est très important, puisque la junte d'Amadou Sanogo est forcée assez rapidement de céder le pouvoir à un régime de transition placé sous la direction d'un président qui s'appelle Diankhounda Traoré, qui va devenir le représentant légitime de l'État malien. Parallèlement, la CEDEAO commence à s'organiser pour déployer une force militaire au Mali, sur le modèle de ce qu'elle a fait avec un certain succès depuis le début des années 90, en intervenant au Libéria, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, en Gambie, c'est plus tard. Enfin, en tout cas, ce qu'elle a fait avec succès, et commence à essayer de mobiliser sa force en attente, ça s'appelle la FAC, force en attente de la CEDEAO, et se trouve dans une impasse en réalité, parce qu'il n'y a pas suffisamment de pays contributeurs capables d'assurer sur le long terme un déploiement dans un environnement aussi complexe que le théâtre sahélien. Donc des discussions s'engagent, y compris au niveau des Nations Unies, c'est des discussions qui sont menées à la fois à Abuja, siège de la CEDEAO, et à New York, mais l'offensive est lancée et des échos, d'abord il y a des massacres absolument abominables de forces militaires dans des garnisons au nord, le plus célèbre d'entre eux étant le massacre d'Arguelok, et puis il y a par ailleurs cette progression assez fulgurante de cette coalition entre groupes armés islamistes et groupes armés rebelles. Mais c'est à ce moment-là que cette coalition vole en éclats, les forces islamistes s'en prenant en fait très rapidement aux forces rebelles, ce qui était finalement totalement logique parce que les revendications des uns et des autres correspondaient un peu à l'alliance de la carpe et du lapin, les groupes islamistes ayant une vision totalement unitaire de l'État malien, mais ayant pour projet politico-religieux d'y instaurer la charia et le type de gouvernance politique qui y correspond, et les groupes indépendantistes touaregs ayant au contraire l'intention de, au départ, procéder à une sécession du pays, mais en le laissant dans un cadre totalement laïque. Donc, ces deux logiques entrent très rapidement en compétition et cette coalition éclate. C'est alors que, face à l'incapacité des forces armées d'arrêter la progression maintenant des groupes essentiellement djihadistes, que le président par intérim
de transition, donc Diankhounda Traoré, décide de faire appel à la France par une lettre qu'on trouve assez facilement en accès libre sur Internet, où il demande d'intervenir. Et effectivement, le président Hollande répond à cette demande. En janvier 2013 est lancée l'opération Serval dans le nord du Mali, qui a des objectifs militaires extrêmement clairs. Il s'agit de reconquérir les villes du nord et d'empêcher la progression des groupes djihadistes vers le sud du pays et notamment vers Bamako. Aujourd'hui encore, on ne sait toujours pas, enfin c'est très contesté, la question de savoir si les groupes djihadistes avaient l'intention de conquérir Bamako. Apparemment, ça n'était pas le cas. Enfin, on dit toujours, oui, on a arrêté, la force Serval a arrêté les groupes djihadistes qui fonçaient sur Bamako. En tout cas, s'il n'est pas établi qu'ils fonçaient sur Bamako, ils avaient réussi à conquérir une immense partie du territoire malien dans le nord. Donc, cette intervention Serval se passe extrêmement bien. La France est accueillie sous les hurrahs, vraiment en force de libération et avec des succès qui sont immédiatement matérialisables et palpables. Dans le droit fil de cela, la CEDEAO déploie très vite aussi, en appui de cette force Serval, des troupes, mais pas dans son propre cadre à elle, dans le cadre d'un arrangement qui a finalement été trouvé entre les forces de la CEDEAO et le Tchad, que la France avait sollicité pour intervenir également, mais qui ne fait pas partie de la CEDEAO, qui fait partie d'une autre organisation qui s'appelle la CEAC pour l'Afrique centrale. Et donc, ces forces ouest-africaines et tchadiennes sont placées sous l'autorité de l'Union africaine dans le cadre d'une mission qui s'appelle la MISMA. C'est la mission internationale au Mali sous conduite africaine. Et cette force progresse et engrange, elle aussi, des résultats. Et à ce moment-là, l'intervention au Mali est considérée comme un succès. Des élections sont organisées dès l'été 2013, qui voit la victoire du président Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka. Et des efforts sont très rapidement déployés pour que la MISMA soit remplacée très rapidement par une force onusienne dotée de davantage de capacités, notamment en matière logistique et en matériel. Et cela est fait, là aussi, très rapidement dans le courant de la fin de l'année 2013. Donc, on se trouve à la fin de l'année 2013 dans une situation qui laisse penser qu'on a pris la mesure de la crise sahélienne en y répondant de manière absolument satisfaisante, y compris à l'inverse de l'intervention en Libye, en prévoyant des mécanismes de sortie de crise à travers l'organisation des élections démocratiques et d'autre part à travers la mise en place de cette énorme mission onusienne qui devient la plus grande mission des Nations Unies. On parle de combien de personnes? 10 à 12 000 hommes Alors, pour la MINUSMA. La MINUSMA, c'est 15 000 hommes, c'est 15 000 hommes, dont effectivement à peu près 12 à 13 000 militaires et des effectifs policiers aussi qui sont assez importants, des effectifs assez importants aux alentours de 2000, et bien sûr les personnels civils. Et l'opération Serval, à l'époque, c'est quoi? C'est 3 500 hommes, 4 000 hommes à peu près? Alors, je suis très mauvaise en chiffres. C'est à peu près... Désolée. Non, mais je peux vous dire les effectifs aujourd'hui, mais à l'époque, c'est ça, c'est à peu près 4 000 hommes. Ce qui est assez important quand même pour être déployé sur le territoire malien. Et on va voir que ce qui va remplacer l'opération Serval va avoir quasiment le même effectif pour l'ensemble du Sahel. Voilà. Alors, vous posez vous-même les questions. Donc, effectivement, comment on passe de cette situation que vous décrivez plutôt apaisée, ou qu'on aurait pu penser apaisée ou sous contrôle, à une situation où on a à nouveau des accords à Alger dont l'application laisse à désirer et un élargissement du théâtre des opérations qu'on pensait contenu et des problèmes de violence qu'on pensait juguler. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui dérape après que Serval ait fait en fait son travail, c'est-à-dire
couper la route aux camionnettes de djihadistes qui descendaient, on ne sait pas où, mais qui descendaient vers le sud. Comment se fait-il qu'il y ait un regain de violence ou que finalement cette violence se multiplie de manière multidimensionnelle et qu'on la qualifie à ce moment-là de violence djihadiste uniquement ou terroriste. Terroriste, oui. C'est le vocable qui est le plus souvent utilisé, à mon avis, mal à propos. En fait, ce qui est important, c'est d'expliquer que la France décide très vite de modifier le dispositif de la force Serval en étendant le mandat de cette force, parce qu'elle considère très tôt que l'on a affaire à une menace qui est de nature transnationale, qui ne va pas rester cantonnée au Mali. C'est le diagnostic de base. Mais il y a également un calcul d'ordre organisationnel, c'est-à-dire que la France voit à l'occasion de cette intervention au Mali, l'occasion de rationaliser son dispositif militaire sur le continent africain et notamment d'absorber, en y mettant un terme, en réalité, le dispositif épervier qui existe au Tchad depuis des décennies, en fait, et qui est une opération temporaire, mais qui s'est pérennisée et institutionnalisée. Donc la force Barkhane va avoir pour quartier général N'Djamena, où le commandant de cette force, qui a un mandat sur 5 pays sahéliens, en l'occurrence la Mauritanie, le Mali bien sûr, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad, et qui a pour mandat explicite de lutter contre les groupes armés terroristes et d'autre part de favoriser le renforcement des capacités des forces armées sahéliennes pour qu'elles contribuent à cette lutte. Et alors, au départ, on voit cette force qui se met en place et l'impression qui est donnée est que c'est un dispositif quand même extrêmement solide, puisqu'élargi, qui a été instauré. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que la France dispose, et ça dès 2011, je ne l'ai pas mentionné, mais d'un dispositif indépendant de Barkhane qui s'appelle l'opération Sabre, qui est uniquement composé de forces spéciales, qui, elles, ont un état-major qui est basé au Burkina Faso. Et le rôle du dispositif Sabre, qui par définition n'est pas médiatisé, est absolument central depuis le début dans la crise. C'est-à-dire qu'en général, quand on entend parler de neutralisation de figures djihadistes à forte valeur ajoutée, ce sont souvent les forces spéciales de l'opération Sabre qui sont impliquées dans ce type d'opération. Donc là, la situation, elle est... voilà quelle est la situation en ce qui concerne les intervenants. Il y a cette force Barkhane, dont le mandat est la lutte antiterroriste, et avec elle, il y a la force de la MINUSMA onusienne, dont le mandat n'est absolument pas de lutter contre le terrorisme, mais qui est d'accompagner tout d'abord l'instauration du régime démocratiquement élu, et d'autre part, d'œuvrer à la réconciliation entre certains groupes armés ayant été impliqués dans le début des hostilités, puisqu'est lancé un processus de rapprochement avec les groupes armés rebelles indépendantistes touaregs. Et c'est ça qui est lancé dans le cadre du processus d'Alger, puisque des négociations se mettent en place, mais dont sont immédiatement exclus les groupes djihadistes. Ils s'excluent eux-mêmes aussi d'ailleurs, ils ne veulent pas y participer, les acteurs internationaux ne veulent pas qu'ils y participent. Les acteurs nationaux n'ont pas forcément une position très claire sur cette question, parce que les acteurs nationaux considèrent que leurs véritables ennemis, enfin les acteurs nationaux, une élite gouvernementale ou politique de Bamako, considèrent que les vrais traîtres à la nation, ce sont les indépendantistes. Ceux qui ont voulu mettre fin à l'unité du Mali, ce sont les indépendantistes. Et c'est quelque chose qui est très profond au Mali, y compris dans des organisations de la société civile, etc. Il y a un discours de colère, vraiment de ressentiment contre ces populations, contre ces groupes armés qui ont voulu faire sécession de la nation malienne. Donc, en réalité, les autorités du Mali s'engagent sous la pression internationale dans ces pourparlers à Alger, qui vont durer très longtemps, mais sans être véritablement totalement convaincus du bien fondé de la démarche.
Le fait est que ces pourparlers finissent par aboutir, au bout d'un an et demi, 2 ans, à la conclusion de ce qu'on appelle l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, qui est ratifié en 2 temps, de manière intéressante, parce que ces signatures de cet accord vont catégoriser de manière différente les différents groupes armés touaregs en 2 coalitions. Il y a une coalition qui reste à la fois très proche des revendications indépendantistes, même si elles deviennent davantage de nature autonomiste, mais qui reste vraiment centrée sur cette question-là, et qui a une partie de ses membres qui est proche des groupes djihadistes, notamment ceux qui sont membres de ce qu'on appelle le HCUA, c'est le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, composé également d'un grand nombre d'Iforas touaregs, ce qui explique aussi certaines proximités avec le groupe Ansar-Dine de Yad al-Ghali. Et d'autre part, un autre groupe qu'on appelle la plateforme, donc là c'est la coalition des mouvements de l'Azawad dont je parle, avec le HCUA, le MNLA qui est issu, qui est le groupe d'origine, mais dont le HCUA s'est séparé pour partie, et le mouvement des Arabes de l'Azawad. Et donc en face, cette plateforme qui rassemble aussi des groupes touaregs, mais qui eux sont proches de Bamako. Et ce sont toujours des acteurs absolument centraux, parce qu'aujourd'hui, pour les personnes qui suivent un peu la crise, il y a des affrontements dans la région de Ménaka, et ce sont ces membres de la plateforme qui constituent les fers de lance de la lutte de l'armée malienne contre une partie des groupes djihadistes. Mais là, c'est de l'État islamique en l'occurrence, mais on va y revenir. Très bien, merci. On est donc maintenant avec une force française installée. On a la MINUSMA qui est présente sur le terrain et on manque un peu d'acteurs locaux dans cette situation-là. Or, quelques temps après, intervient un nouveau regroupement des armées locales qui va s'appeler le G5 Sahel. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de l'implication de ce G5 Sahel dans la crise dont on est en train de parler? Je pense qu'avant de parler du G5 Sahel, il est extrêmement important de dire que la crise, en fait, alors qu'il y a une focalisation internationale sur le nord, elle s'étend au centre du pays. J'allais y venir, mais après, mais si vous préférez, mais oui, parce que le allons G5, sur l'extension, effectivement. Oui. C'est aussi pour ça qu'il est mis en place. Hein. Donc, ça, je pense que c'est très, très important de le dire. Jusqu'ici, comme je l'ai dit, c'était essentiellement les communautés du Nord qui étaient impliquées dans la crise, mais apparaît un nouveau foyer qu'on aurait dû voir venir, en fait, hein, parce qu'on a toujours dit que c'était le Nord qui était occupé. En réalité, il y avait l'un des cercles des régions du centre, notamment le cercle de Douanza, qui a été totalement occupé, mais ça a été très peu dit, y compris par les autorités maliennes, qui ne voulaient pas dire que non seulement elles avaient perdu le Nord, mais aussi une partie du centre, par ce fameux Moudjao dont j'ai parlé, hein, qui va exercer une gouvernance absolument de fer sur la ville de Tombouctou, mais qui, par ailleurs, a réussi à s'implanter dans la région de Douenza. Mais apparaît un autre groupe, cette fois-ci qui émerge depuis les communautés locales elles-mêmes, qui est dirigé par Amadou Koufa, et ce groupe, c'est la Katiba du Massina. Et la crise commence à avoir pour épicentre le centre du Mali, alors que le Nord entre effectivement dans une dynamique de négociation internationale. Et alors, ce centre du Mali, il est occupé par des populations qui, a priori, ne sont pas nécessairement touaregs. On a là d'autres communautés, d'autres acteurs, des Peuls. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est là qu'effectivement la crise se complexifie, parce que Amadou Koufa est un prêcheur islamiste aussi, hein, mais lui, d'origine Peul, qui appartient à la communauté Peul, qui est très présente dans le centre du Mali,
et dont les relations avec d'autres communautés sont historiquement assez conflictuelles, notamment avec les communautés Dogon et les communautés Bambara présentes dans la zone. Pourquoi ces relations sont historiquement conflictuelles ? Parce qu'il y a dans cette zone centrale du Mali le fameux delta du Niger avec une répartition de l'exploitation des ressources entre les différentes communautés sur la base de spécialisation socio-professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a d'une part dans cette région des communautés qui cultivent la terre, donc des agriculteurs plutôt sédentaires, des communautés qui se livrent au pastoralisme, des communautés qui ont davantage pour spécialisation l'exploitation des eaux, donc essentiellement la pêche. Et donc, des conflits ont toujours opposé ces communautés, mais ont plutôt été, en général, réglés par le biais de mécanismes locaux. C'est-à-dire, conflit ne veut pas forcément dire violence aveugle. Hein. Mais en tout cas, l'arrivée de ces le discours qui a beaucoup de succès au sein de la communauté Peul, notamment de ce prêcheur Amadou Koufa, a tendance à réactiver ces conflits entre population sédentaire et population pastorale. Ces conflits sont à la fois intercommunautaires, mais intracommunautaires aussi, parce que les divisions de castes que je mentionnais à propos des populations touareg sont extrêmement prégnantes aussi au sein des communautés Peul, des communautés Songhai également, et des communautés Bambara, mais en tout cas, la répartition traditionnelle des fonctions entre les uns et les autres, qui se fait sur le fondement de ces hiérarchies sociales extrêmement strictes, se trouve au cœur de l'adhésion des uns et des autres à différents mouvements. Et apparaît pour contrer notamment les violences de cette Katiba du Massina qui s'en prend aux forces armées, bien entendu, mais procède aussi à des violences contre certaines communautés, apparaissent des milices, des milices, hein, non pas des groupes, et des groupes d'autodéfense. Alors, les groupes d'autodéfense sont plutôt des groupes Bambara, etc. Mais les milices, notamment une milice Dogon qui s'appelle Dana Amasagou, qui va être extrêmement active dans le centre et se livrer, elle aussi, à un grand nombre d'exactions, notamment sur des populations Peul, accusées d'être systématiquement acquises au djihadisme. D'accord, alors que le mouvement Peul dont on parle est plutôt composé de Peul déclassés, donc castés. Et... C'est très compliqué à dire. Ça, c'est une question qui est passionnante, hein, d'ailleurs, mais c'est très compliqué parce que il y a une partie, alors au sein de la communauté Peul dans cette région, il y a cette division effectivement entre les populations Rimbé, donc c'est-à-dire les classes dominantes et les populations rimaïbé, qui sont plutôt les classes inférieures. Il y a eu des inversions des ordres sociaux, notamment sur la base des politiques de développement qui ont favorisé le développement de l'agriculture au détriment du pastoralisme. Il y a eu aussi des inversions dans les hiérarchies politiques, hein, sur la base de l'introduction et des processus de démocratisation et des processus de décentralisation. Donc effectivement, il y a eu un certain nombre de bouleversements. Il y a aussi des populations qui sont esclaves, hein, et un certain nombre d'entre elles ont pu se reconnaître dans le discours libérateur d'Amadou Koufa. Mais il apparaît qu'il y a aussi des combattants Peul qui appartiennent à des communautés beaucoup plus élevées. La force du discours d'Amadou Koufa est justement de se réclamer de l'Oumma, donc de la communauté des croyants, enfin de se réclamer en tout cas de prêcher au nom de cette communauté des musulmanes qui abolit en principe les différences sociales, de caste, etc. Mais très rapidement, il s'est aperçu que c'était extrêmement difficile d'affirmer son autorité en contestant cet ordre social. Donc finalement, il a dû revenir à des alliances locales, notamment avec ce qu'on appelle les Joworo, qui sont issus de la noblesse Peul, hein, et qui contrôlent l'accès à ce qu'on appelle les bourgoutières, c'est-à-dire les deltas aux eaux, hein, du Niger, et les pâturages
les plus fertiles, il a dû s'allier avec ces catégories des classes supérieures. Donc c'est vrai en partie, mais c'est extrêmement plus nuancé quand on y regarde. J'en conviens, mais j'essaye d'amener un peu de simplification pour les gens qui nous écoutent. Donc, si je vous écoute bien, vous dites au départ, on a une question qui est centrée sur le nord du Mali et qui est plutôt, qui met en scène des populations Touareg. Touareg et Arabes. Touareg et Arabes, bien entendu, autour de deux visions, une qui est plutôt laïque et indépendantiste, une qui est plutôt de mettre en place un régime qui ressemble à la charia. Puis on a un déplacement, pas un déplacement, mais pendant qu'on essaye de régler ce conflit, on a un embrasement dans le centre avec des populations qui, entre guillemets, luttent autour de conflits d'usage du sol en fonction de leur spécialité professionnelle. Oui, mais qui adhèrent à une idéologie islamiste, aussi pour certaines, ou à un extrémisme de type communautariste, comme avec les milices de groupe. Et alors, quid de l'État malien, justement, puisque vous dites que c'est à ce moment-là qu'un certain nombre de nouveaux phénomènes arrivent, quid de l'État malien qui s'est pas empressé de parler des conflits qui avaient lieu dans le centre? Comment agit-il à ce moment-là et pourquoi on arrive à nouveau à une coalition d'acteurs? Voilà, c'est justement là, voilà, effectivement, que les choses se modifient. Alors, l'État malien, il est soutenu comme il n'a jamais été soutenu par la communauté internationale. Toute la communauté internationale veut venir travailler au chevet du Mali. J'ai oublié de mentionner parmi les acteurs internationaux qui sont mis en place dès 2013 les fameuses missions de l'Union européenne. L'une d'entre elles avait déjà été créée au Niger, c'était la mission ECAP centrée sur les forces de sécurité. Une mission IUTM, donc centrée sur l'entraînement des militaires et la formation des militaires, avait été créée au Mali dès 2013. Et grâce à l'IUTM et grâce à la présence de la force Serval devenue Barkhane, une grande réforme des forces armées maliennes est engagée pour les rendre beaucoup plus opérationnelles et pour les doter de moyens considérables. L'État malien lui-même fait un gros effort en termes de budget pour investir, notamment dans le cas de ce qu'on appelle la LOPM, qui est la loi d'orientation et de programmation militaire, qui effectivement dote de moyens très conséquents l'armée malienne. La difficulté, c'est que dès 2014 est dénoncé, alors au départ, ça passe presque inaperçu, mais comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, dans les années 90 et 2000, un certain nombre d'institutions de l'état de droit ont été mises en place au Mali, des institutions indépendantes, et notamment parmi elles, il y a ce qu'on appelle le VEGAL, qui est le bureau du vérificateur général. C'est une institution dont la mise en place a été soutenue par le Canada pour mettre en place une institution sœur qui ressemble à la sienne. En gros, c'est la Cour des comptes au Mali. Et très vite, elle s'aperçoit de malversations. Donc, dès 2014, son premier rapport, c'est 2014, elle s'autosaisit alors qu'elle n'a pas vraiment la prérogative pour le faire. Elle s'aperçoit de détournements massifs dans la mise en œuvre de cette loi de programmation militaire. Et c'est quelque chose qui va poursuivre tous les acteurs maliens jusqu'à aujourd'hui. Qui poursuivra le président Ibeka, qui poursuit encore son fils aujourd'hui, qui a poursuivi le défunt Soumaïlou Boubaï Maïga, etc. Ça va être un serpent de mer. On s'aperçoit aussi que malgré tous les entraînements, les forces maliennes, bien évidemment, ne deviennent pas ultra-opérationnelles du jour au lendemain. C'est des armées. On ne peut pas dire que l'armée malienne n'a pas été une armée opérationnelle du tout. C'est faux, puisque, comme je le disais, il y avait quand même ces rébellions Touareg, donc ça a quand même été une armée d'emploi d'une certaine façon, mais ça a été une armée qui a été quand même largement négligée, délaissée pendant très longtemps, et donc qui manquait quand même de capacité et puis de matériel, de munitions, etc. Je pense qu'il était complètement fou de penser qu'en 2 ans, 3 ans, on allait rendre parfaitement prête au combat et victorieuse une armée qui était aussi faible. Tout comme, on y reviendra sans doute, il était totalement illusoire de considérer que les forces internationales allaient venir à bout aussi facilement d'insurrections aussi complexes que celles auxquelles on a affaire. Donc, quand on accuse
les forces armées maliennes de ne pas avoir été capables de se réformer. Moi, je pense qu'il y a plusieurs difficultés quand on évoque des choses de cette façon-là. D'abord, la façon dont l'armée malienne a été entraînée à la fois par l'armée française ou dans le cadre de ses missions IUTM et la réplique identique de tous les programmes de coopération militaire qui avaient eu lieu jusqu'en 2012. Or, quand on voyait l'état de l'armée en 2012, je pense qu'il fallait un peu s'interroger sur la pertinence des programmes qui avaient été mis en place jusqu'ici. On avait des armées qui étaient totalement incapables. Donc, bien sûr, il y a les problèmes imputables aux États sahéliens dont je viens de parler, mais je pense aussi qu'il y avait un type de coopération qui ne correspondait absolument pas au type de conflictualité à laquelle on a eu affaire. Je pense que la coopération a été centrée sur une approche assez classique, en réalité, de la conflictualité. Ça c'est l'un des premiers problèmes. D'autre part, on s'aperçoit aussi que cette incapacité qui est très vite avérée de l'armée malienne à prendre le dessus, notamment dans le centre, se double d'un certain nombre d'exactions commises par certaines des unités de cette armée malienne, ce qui contribue aussi à la décrédibiliser. Alors attention, il ne faut pas dire l'armée malienne commet des massacres. Moi, je prends toujours la précaution de dire certaines unités au sein de l'armée malienne, parce que l'armée malienne n'est pas composée que de sanguinaires. Loin s'en faut. Mais il y a aussi cette problématique qui apparaît et qui est très mal gérée à la fois par les autorités nationales, mais par les partenaires internationaux aussi, d'une certaine manière, qui pendant longtemps vont décider de ne pas condamner publiquement les massacres imputables à ces forces, de faire passer les messages de manière diplomatique par des canaux non publics. Donc il y a aussi cette problématique qui se pose. Et puis, il y a aussi plus largement le type de gouvernance du président Ibeka qui pose des difficultés, et c'est là qu'émerge en effet cette initiative, donc dès 2014, de ce G5 Sahel. Donc c'est le groupe des 5 du Sahel, composé de la Mauritanie, du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Tchad, qui décide de créer, quand même, il fallait oser, une nouvelle organisation multilatérale. Contrairement à ce qu'on dit très souvent, le G5, ce n'est pas une force. Ce n'est pas une force militaire, c'est une organisation multilatérale qui ne se dotera qu'en 2017, donc 3 ans après sa création, d'une force militaire, la FC G5. C'est pour ça que je pense qu'on anticipe un petit peu. Alors, on n'anticipe pas, mais c'est parce que le temps court et que les choses sont compliquées aussi. Puis, il est quand même vrai que le volet développement du G5 Sahel ne s'est pas vraiment matérialisé par des choses concrètes, parce que les donations qui étaient promises ne sont jamais arrivées non plus. Le mandat du G5 était double. Le mandat du G5 était effectivement double. Vous avez parfaitement raison de le souligner. Très rapidement, il faut quand même mentionner le fait que cette organisation est créée d'abord à l'initiative de la Mauritanie, qui a choisi en 2000 de quitter la CEDEAO en croyant à l'époque qu'elle allait se réinvestir dans l'UMA, donc l'Union du Maghreb arabe, qui est une organisation complètement bloquée en raison du conflit au Sahara occidental, qui oppose l'Algérie et le Maroc. Et donc la Mauritanie ne veut pas être exclue de cette gestion du conflit malien. Le processus de Nouakchott qui avait été mis en place à l'initiative de l'Algérie est rattaché à l'Union africaine, n'est pas opérationnel non plus. Donc, ils proposent, les Mauritaniens, aux Français de créer cette nouvelle organisation. Et les Français qui considèrent que la CEDEAO, comme l'Union africaine, ont été incapables de se mobiliser de manière efficace au début de la crise malienne, valident cette idée et vont mettre tous leurs moyens dans le soutien à cette nouvelle organisation, puis dans la mise sur pied, 3 ans plus tard, de cette force conjointe. Alors, on a maintenant encore plus d'acteurs sur le terrain. C'est bien le problème et la difficulté. Donc, on a une force conjointe et à vous écouter, de nouvelles formes de conflits qui ne sont pas nécessairement analysés et pris pour ce qu'ils sont à l'époque, donc qui sont rangés dans la case djihadiste, terrorisme, etc. Et finalement, toutes ces institutions n'arrivent pas à rétablir la paix dans le centre.
la situation du président Ibeka devient de plus en plus difficile à gérer. Vous dites qu'il est contesté sur les bords et en interne par les partenaires, mais bon, les mots commencent à sortir. Et on se retrouve avec un État malien qui n'est toujours pas construit et une force Barkhane qui peine à avoir beaucoup de succès sur une zone aussi grande. Tous les acteurs peinent à avoir succès. La MINUSMA peine également. Mais la MINUSMA n'est pas complètement intégrée, alors il faut aussi qu'on rappelle ça. La MINUSMA, elle a quand même pour mandat, on lui rajoute, parce que chaque année le mandat est renégocié. D'ailleurs, oui. Le nouveau mandat de la MINUSMA a été validé hier, hein, il prend effet aujourd'hui. Elle a pour mission de protéger justement les civils dans le centre. Hein, parce que la situation se détériore tellement, elle a à la fois pour mission d'accompagner la mise en œuvre de ce fameux accord de paix dont j'ai parlé et de protéger les civils dans le centre. Et elle ne parvient pas à le faire. Donc, il n'y a pas que la force Barkhane qui éprouve des difficultés, il y a aussi la MINUSMA. J'ajoute, et ça c'est fondamental de le dire, que du côté des groupes djihadistes, il y a une évolution aussi. C'est-à-dire qu'en 2017, ils décident de s'allier. La Katiba du Massina, le groupe Ansardine d'Amadou Koufa, Al-Qaïda, le groupe Ansardine, pardon, de Yad El-Ghali, la Katiba du Massina d'Amadou Koufa, Abdelmalek Droudel d'Aqmi et les composants d'Al-Morabitoun décident de créer le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM selon le sigle français, le JNIM selon le sigle arabe, et le RVIM, mais personne ne connaît ceci, c'est la façon dont l'armée française désigne ce groupe, personne ne le comprend, c'est une erreur de communication à mon avis, mais... Et donc, cette coalition affiliée à Al-Qaïda devient extrêmement puissante de par la coalisation de ces différentes forces, en fait, et commence à étendre ses activités au-delà du territoire malien. D'accord. Donc, on a à ce moment-là un élargissement du théâtre des opérations. On a des instances qui sont plutôt dédiées à maintenir la paix ou à restaurer la paix ou à assurer la sécurité qui sont en échec. Et on a des civils sur le terrain qui sont coincés entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire parfois victimes d'exactions commises par des armées locales, parfois par des groupes terroristes. On en est là à ce moment-là. Oui, et puis encore une fois, sortons de cette idée qu'il n'y a que les groupes terroristes, que les armées, il y a ces milices d'autodéfense dont j'ai parlé, il y a des groupes criminels, il est très important aussi de se rendre compte que de très nombreuses violences sont commises par des acteurs qui n'ont pas de motivation ni politique, ni religieuse, ni sociale, qui sont motivés par l'appât du gain, mais qui s'en prennent aussi à ces populations en les attaquant pour les déposséder de leurs troupeaux, de leurs récoltes, des biens qu'elles peuvent vendre dans les marchés, qui se livrent aussi à des trafics de biens licites ou de biens illicites. Et bien évidemment, les acteurs criminels, on ne les combat pas avec des moyens militaires. Donc ça aussi, ça explique une partie du problème, une partie du fait que l'insécurité ne peut pas être combattue de la même façon. C'est-à-dire que quand on dit oui, le tout sécuritaire, ça ne va pas. D'une part, en effet, le tout sécuritaire ne va pas, mais le tout sécuritaire, encore faut-il ne pas le considérer uniquement comme étant synonyme du tout militaire. Et ça a été une difficulté. C'est-à-dire que le renforcement des moyens policiers, qui ont pour objectif non pas de neutraliser, d'éliminer les ennemis, mais de démanteler des réseaux ou de poursuivre judiciairement des acteurs, l'accent n'a absolument pas été mis sur ce volet-là, tout comme il a été très peu mis sur le volet renseignement, quelque part, qui fait partie aussi de l'action sécuritaire. Donc oui, l'action sécuritaire est nécessaire, mais il faut la décomposer aussi en fonction des différents acteurs d'insécurité et de violence. Alors vous avez là, enfin pas un double discours, mais deux arguments. D'une part, une question sécuritaire qui est prise de manière unidimensionnelle et traitée de manière militaire, et d'autre part, le fait que la réponse sécuritaire, qui aurait dû être multidimensionnelle, n'était pas peut-être la seule à apporter pour rétablir la paix. Mais bien sûr, ce n'est pas la seule à apporter parce que la réponse sécuritaire, donc nécessaire, je le répète, et indispensable vu le degré d'insécurité dans la zone, elle ne peut être efficace que si elle s'inscrit aussi dans une vision politique de la gestion de la crise. Or, on a eu tendance à considérer que les outils de gestion de crise, qu'il s'agisse effectivement de la force
Barkhane, donc à vocation antiterroriste, ou de la force multilatérale onusienne à vocation de protection des civils, ou encore les efforts de la force conjointe du G5 Sahel, étaient uniquement dirigés pour contenir ou prévenir l'action des groupes antiterroristes, même si ce n'était pas le mandat explicite de toutes ces forces, comme je l'ai expliqué. Or, il y a une autre problématique qui a fait son apparition très tôt, c'est celle de la nécessité de négocier avec des groupes terroristes. Elle apparaît très tôt, effectivement, au Mali, dès la conférence nationale d'entente, qui regroupe, en Afrique, on est très coutumier de ces grandes conférences pour consulter l'ensemble des forces vives de la nation. Donc, il y en a une nouvelle qui est organisée en 2017 face au blocage qu'on voit au niveau politique et sécuritaire. Et la recommandation de cette conférence nationale d'entente est d'engager un dialogue avec les chefs djihadistes que sont Iyad Ghali et Amadou Koufa, donc de la coalition du G5. Cette problématique de la négociation, elle est remise encore au centre de la problématique par les nouvelles consultations inclusives qui sont organisées 2 ans plus tard dans le cadre du dialogue national inclusif qui de nouveau recommande ce dialogue avec ces acteurs. Et c'est à ce moment-là que le président Ibeka décide d'accepter ce principe de la négociation en se revendiquant justement des conclusions larges de ces instances. Ce qui provoque l'hostilité et le non catégorique, en réalité, du partenaire français qui refuse qu'on entre dans ce processus-là. Et je pense que c'est très important de souligner cet élément-là, dans la mesure où, pour moi, les différends franco-maliens ne datent absolument pas de l'arrivée au pouvoir de la junte, mais commencent bien avant avec le président Ibeka, autour de sa gestion du pouvoir très contestable, autour de son refus, ou en tout cas de son peu de volonté de mettre en application l'accord de 2015, et surtout de cette question de la négociation. D'accord, donc la question de la négociation, on ne négocie pas avec des terroristes, c'est la dogma française, et c'est la position française uniquement. Elle heurte de plein fouet, en fait, les positions locales. Exactement. Et c'est quelque chose qui va se poursuivre, et qui est une vraie question aujourd'hui, c'est-à-dire que le principal allié de la France aujourd'hui, à savoir le président Mohamed Bazoum, revendique d'allier justement cette approche militaire à une approche de négociation, y compris avec les groupes les plus violents. Parce que ce qu'il faut dire, ce que l'on n'a pas dit, il faut quand même l'évoquer, j'ai parlé de la coalition du G5, mais il faut dire, donc affilié à Al-Qaïda, qu'un autre groupe est apparu beaucoup plus violent, qui est, lui, affilié à l'État islamique. C'est l'État islamique au Grand Sahara, qui est issu, là aussi, d'une scission, irréconciliable entre certains membres du Moudjahou et d'Al-Mourabitoun, qui décident de prêter allégeance à l'État islamique. Et les groupes djihadistes affiliés à l'État islamique et ceux affiliés à Al-Qaïda vont entrer eux-mêmes en compétition et en combat très violent. Et on y assiste encore aujourd'hui. Donc, parler de groupes armés terroristes en général, sans parler de leurs contradictions et de leur compétition et de leurs affrontements, c'est là aussi s'exposer à ne pas comprendre ce qui se passe. Alors, est-ce que vous pouvez, je sais que le temps file, mais est-ce que vous pouvez effectivement nous caricaturer ça à gros traits? On a d'un côté l'État islamique au Grand Sahara qui tue, pille et massacre, et de l'autre côté, des gens qui sont plus proches des populations et qui tiennent compte de l'espace sur lequel ils opèrent, on va dire. Alors, oui, alors avec nuance quand même, parce que, par exemple, il y a un immense massacre qui a eu lieu dans le centre du Mali il y a moins de 2 semaines, aux alentours de Dialassagou, où on accuse justement les groupes affiliés à Al-Qaïda, donc au G5, mais la Katiba du Massina d'Amadou Koufa, d'avoir exécuté plus de 130 civils, ce qui effectivement ne correspond pas à son mode opératoire. Et on a assisté aussi au Burkina Faso à des massacres attribués
au GSIM, notamment à Solane l'année dernière, qui était absolument terrifiant. Mais d'une manière générale, le GSIM, qui a commis des attentats non seulement à Bamako, en s'en prenant à des civils dans la capitale, ou dans des camps de vacanciers, enfin d'expatriés en tout cas, qui allaient se reposer pour le week-end en dehors de Bamako, ou sur la plage de Grand Bassam aussi en Côte d'Ivoire. Hein, c'est là, j'ai rapidement évoqué l'exportation du conflit à l'extérieur des frontières maliennes. A décidé de changer de technique. Depuis le début, il a quand même une rhétorique qui consiste à dire que ses ennemis, ce sont avant tout les forces armées maliennes, l'État malien, tel qu'il est incarné aujourd'hui, et les forces étrangères, les forces internationales, quelles qu'elles soient, qu'il s'agisse des forces françaises, qu'il s'agisse des forces onusiennes, aujourd'hui qu'il s'agisse des forces russes. Donc c'est ça les cibles, et les représentants de l'État, qu'il s'agisse des préfets, des gouverneurs, voire des instituteurs, mais qui ne s'en prend pas aux populations civiles. Il a aussi des dialogues manifestement beaucoup plus productifs avec les organisations humanitaires qui laissent opérer. En revanche, l'État islamique, qui, au Grand Sahara, qui, comme l'État islamique central, a une approche beaucoup plus millénariste, beaucoup plus fondée sur l'idée de la fin des temps, et donc un programme politique beaucoup plus difficile à saisir. Se livre effectivement à des massacres de population assez terrifiants, et c'est le groupe qui s'est le plus exporté, notamment de l'autre côté de la frontière du Niger. C'est le groupe qui est aujourd'hui le plus présent dans toute la partie ouest du Niger, dans la région de Tawa, dans la région de Tillabéri. C'est le groupe le plus puissant, alors que le JNIM est moins présent sur le territoire nigérien, mais a davantage essaimé du côté du territoire du Burkina Faso, même si l'État islamique est présent aussi, notamment dans l'est et dans le nord du Burkina Faso, dans cette fameuse zone des trois frontières, dans le Tako-Gourma, dont on entend souvent parler. Malheureusement, oui, beaucoup trop, enfin, pour de mauvaises raisons en tout cas. C'est très difficile de rentrer à la fois dans les détails et d'essayer d'aller aussi vers une sorte de synthèse, puisqu'il faut qu'on avance. Et en fait, vous avez donné les clés, c'est-à-dire que la brouille franco-malienne est amorcée bien plus tôt que ce que les gens pensent. Mais est-ce que vous pouvez… Que dit la France, ou que ce que dit la France. Là, je vous laisse mettre de vos réponses. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de la montée en puissance de cette brouille qui va jusqu'à un clash assez notable en 2020, et puis une situation aujourd'hui sur le terrain qui est assez illisible pour beaucoup d'acteurs? Moi, je pense que justement, remonter comme ça aux origines de cette brouille est fondamental, parce que quand on le fait, on s'aperçoit que la raison de ce différend à l'origine, qui est devenu un véritable conflit diplomatico-politique, c'est pour moi deux perceptions complètement divergentes de l'analyse de la crise et des solutions y apportées. Pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental, et on peut continuer à se focaliser sur le fait qu'il y a eu un nouveau coup d'État, qu'il y a une junte militaire. Il est important quand même de rappeler que les autorités françaises se sont, si ce n'est réjouies, en tout cas publiquement, par la voix du président de la République lui-même, dans une interview en marge d'un sommet, plutôt réjouies de l'arrivée des militaires au pouvoir. En 2020, en septembre, le président Macron indique que les nouvelles autorités militaires comprennent mieux la situation que leur prédécesseur Ibeka. Là où les choses se gâtent, effectivement, c'est à la faveur du deuxième coup d'État. Parce que, en effet, un coup d'État intervient, c'est le 5e dans l'histoire du Mali, en août 2020, qui aboutit au renversement du président Ibeka, il faut le préciser, qui était conspué dans les rues depuis 3 ou 4 mois par une coalition très très large composée de partis politiques, composée de mouvements religieux, c'est important de le dire, notamment le mouvement de l'imam Mahmoud Dicko, d'anciens ministres de ces gouvernements, mouvement très suivi par la rue, et les militaires estiment qu'ils ont parachevé cette révolution
cette insurrection populaire au Mali. Mais très vite, la CEDEAO intervient, c'est pour ça que je dis qu'il y a un grand parallèle avec ce qui s'était déjà produit en 2012, elle intervient pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel et la mise en place d'autorités civiles que la junte accepte de voir nommer tout en restant extrêmement présente dans le cadre institutionnel qui est mis en place à ce moment-là. Sauf que justement, ces autorités civiles sont renversées le 24 mai 2021, il y a un an donc, par un nouveau coup d'État en raison des divergences, là aussi, de vision entre les militaires eux-mêmes et les civils qui avaient été désignés. Et nommé un nouveau Premier ministre, qui s'appelle Choguel Kokola Maïga, qui était issu des figures qui avaient mené ces protestations dans la rue, c'est très important de le rappeler, qui lui entre vraiment dans une rhétorique d'affrontement avec les autorités françaises, qui avait annoncé par la voix du président Macron, après justement ce deuxième coup d'État, le coup d'État dans le coup d'État, dont a parlé Emmanuel Macron, qui avait annoncé son intention de retirer le dispositif de l'opération Barkhane. Alors en des termes encore assez vagues, en expliquant qu'il allait se transformer en autre chose, mais là, les autorités maliennes rentrent vraiment en confrontation avec leurs partenaires français autour de cette question. Alors, il y a ce discours à l'ONU, puis vous avez mentionné effectivement l'imam Dicko, qui est très important dans les affaires maliennes, donc le M5, ce groupement, le Choguel Maïga, qui va devenir Premier ministre, et il y a ce discours, enfin lire a commencé certainement avant, mais un discours qui n'est pas audible pour les autorités françaises, qui est prononcé devant la tribune des Nations Unies par le Premier ministre, et qui est le début de la... Mais non, pour moi, c'est pas le début de quelque chose. De la crise médiatique, on va dire. Voilà, c'est juste que ce différend franco-malien, qui encore une fois a commencé bien avant, est rendu public à ce moment-là par les Maliens. Mais il y avait quand même déjà une surenchère à la fois de la part du président de la République, qui, après avoir dit... s'être plus ou moins, si ce n'est réjoui, en tout cas avoir été assez indulgent envers la junte militaire, indique qu'il n'en attend plus rien, donc de manière très très brutale. Les invectives du ministre des Affaires étrangères, quand même, qui refuse apparemment les dialogues, les canaux de discussion moins officielle et qui effectivement prend à partie les autorités maliennes. Moi, je pense qu'il faut se rendre compte qu'il y a eu depuis des années 3 points de désaccord majeurs entre la France et le Mali. D'abord, il y a la question Touareg. Les forces françaises sont accusées d'avoir été beaucoup trop indulgentes envers les groupes indépendantistes Touareg. Il y a eu notamment le fameux épisode de Kidal, qui a été libéré, mais où l'armée française a empêché l'armée malienne d'entrer dans la ville de Kidal. Et ça, c'est un péché originel que tous les Maliens n'ont jamais pardonné à la France. Pourquoi? Est-ce que ça fait écho à l'histoire coloniale et à l'appui que la France a pu avoir de certaines communautés nobles Touareg? Ça fait bien sûr écho à la proximité qui a pu exister entre certaines communautés Touareg et la France du temps de la pénétration coloniale. Je dis certaines communautés Touareg parce qu'il y a eu aussi des massacres de la part de l'armée française contre des Touaregs, mais ça fait écho aussi au massacre qui avait été perpétré par l'armée malienne en 1963, justement lors de la première rébellion Touareg. Donc oui, l'histoire est extrêmement présente ici. Mais donc ça, c'est le premier élément. Et cette question de la solution aux revendications portées par les Touaregs, elle est vraiment essentielle dans les désaccords franco-maliens. La question de l'application de l'accord de paix, c'est-à-dire qu'il y a eu une mauvaise volonté, clairement, des autorités de Bamako pour le mettre en œuvre, ça c'est un autre point de fixation. Il y a eu, comme je le disais, cette question de la négociation avec les groupes djihadistes. Ensuite, après le coup d'État, il y a eu la question du calendrier électoral et du retour à un ordre constitutionnel accepté par la communauté internationale. Et le 5e point, c'est celui de l'extension des partenariats et notamment de cette fameuse extension du partenariat à la Russie. Alors, il y a peut-être encore un autre point, c'est
aussi la manière dont la France traite de manière asymétrique un certain nombre de pays de la zone, puisque on est centré sur le Mali, mais il faut quand même rappeler que donc un des pays membres du G5 Sahel, notamment le Tchad, change aussi de président puisqu'il est tué, et que la France n'a pas la même attitude vis-à-vis de la succession qui se passe au Tchad, et que ça change beaucoup de choses, peut-être pour les autorités maliennes aussi, qui s'estiment maltraitées ou traitées de manière différente. Alors, plus exactement, moi, je pense qu'effectivement, cette prise de pouvoir totalement inconstitutionnelle d'une junte militaire au Tchad, qui plus est consacrée dans le cadre d'une transition dynastique, puisque c'est le fils du président défunt, donc le maréchal Idriss Déby Itno, qui prend la tête de ce comité militaire de transition, et immédiatement, vraiment 2 heures plus tard, validé par la France, par le biais d'un communiqué de l'Élysée, et de manière encore plus préoccupante, selon moi, validée par l'Union africaine qui, pour la première fois de son histoire, ne prend pas de sanctions contre un changement inconstitutionnel de pouvoir. Et je pense que c'est ça qui encourage quelque part, ou en tout cas qui désinhibe un certain nombre de velléités putschistes dans plusieurs pays. D'abord au Mali, puisque le coup d'État au Mali intervient 3 semaines plus tard, le deuxième coup d'État intervient 3 semaines plus tard. Ce n'est pas notre zone aujourd'hui, mais il y a un nouveau coup d'État au Soudan également, quand même. Bien sûr. Et il y a un coup d'État en Guinée, en septembre, et il y a enfin un coup d'État au Burkina Faso au début de l'année, en janvier 2022. Et la position très conciliante, adoptée non seulement par la France, mais au-delà de la France, par un acteur multilatéral qui est censé être le garant des principes de respect de l'état de droit et de la démocratie, est extrêmement problématique dans la mesure où, effectivement, ces mêmes autorités, qu'il s'agisse des autorités françaises, qu'il s'agisse de l'Union africaine et de la CEDEAO, adoptent une position absolument inflexible envers la junte au pouvoir au Mali, ce qui est complètement incompréhensible aux yeux des opinions publiques maliennes, évidemment, mais ouest-africaines ou africaines plus largement. Ce 2 poids 2 mesures est complètement rejeté par les populations, par les opinions publiques. Alors aujourd'hui, on en est où finalement? Puisque bon, la France s'est rapatriée au Niger, n'a pas abandonné ses velléités sécuritaires et donc d'intervention dans l'espace, n'a plus la capacité d'intervenir officiellement sur le sol malien. Les Maliens, Choguel Maïga a des affinités avec Moscou depuis longtemps, puisque je crois qu'il y a fait ses études, ce qui peut expliquer aussi un certain nombre de choses. Les Maliens se sont rapprochés, alors faut-il dire d'une milice privée, faut-il dire d'un gouvernement qui est un gouvernement russe. On a un tableau sur le terrain où les groupes sont très actifs, notamment en ce moment. Vous nous avez expliqué que la réponse était sur le plan sécuritaire de mauvaise qualité et qu'elle manquait d'un autre volet, l'association du volet développement, et qu'il nous fallait une réponse multifonctionnelle. Ah non, moi, je n'ai jamais dit qu'il manquait de volet développement. C'est pas moi qui vous ai dit ça. Alors, c'est moi qui le dis, mais voilà. Je dis qu'il manque un volet politique. Moi, un volet politique. Mais j'ai pas du tout parlé de alors quand je dis développement, c'est effectivement un volet d'action politique qui vise à reconstruire un État malien. Et, on discutera des termes si vous voulez après. Mais qu'est-ce qu'on fait du coup aujourd'hui et comment on peut considérer que la situation peut se débloquer en faveur des populations? Il faut quand même rappeler que les gens qui souffrent sur le terrain, c'est les populations, au-delà des imbroglios entre nos gouvernements respectifs. Est-ce que vous avez l'espoir d'un déblocage? Alors, effectivement, merci beaucoup de rappeler que ce sont les populations qui sont les premières victimes de l'ensemble des acteurs que j'ai mentionnés. Elles sont aussi victimes, elles sont aussi actrices. C'est-à-dire que le sentiment de rejet profond de la politique étrangère de la France, qui est en train de s'élargir en un rejet des politiques occidentales en général, ce qui est très problématique,
vient aussi d'un sentiment des populations. Donc pour moi, c'est l'acteur le plus imprévisible en réalité dans l'environnement aujourd'hui. Il peut y avoir des étincelles partout, n'importe où, et on ne sait pas forcément dans quel sens. C'est un acteur très vulnérable, vous avez raison, il faut rajouter en plus. Cas, oui, vulnérable et en même temps, vulnérable parce qu'en effet, les populations sont notamment dans les zones périphériques victimes physiquement, dans leur chair et dans leurs biens, des attaques des différents acteurs dont on a parlé. Mais il y a aussi des mouvements d'opinion qui sont des lames de fond, à mon avis, aujourd'hui, et qui remettent en question le rôle des partenaires extérieurs. Et c'est pour ça que je me suis permis de réagir quand vous avez mentionné le développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr, les premiers acteurs mis en cause, ce sont ceux qui ont voulu être les plus visibles, ou que les autorités politiques ont choisi de mettre en avant, à savoir les militaires de l'opération Barkhane, les militaires les forces déployées au sein de la MINUSMA, etc., le G5 Sahel, la CEDEAO. Tous ces acteurs font aujourd'hui l'objet d'un rejet de la part des opinions publiques. Mais attention, ça, ce sont les acteurs sécuritaires. Mais les acteurs de développement, alors, ne sont pas pris à partie comme ça, mais le discours ambiant est quand même de considérer qu'il y a un échec total de ces politiques de développement dont les populations ne voient absolument pas les bénéfices. Des programmes qui sont considérés comme étant complètement déconnectés de la réalité. D'ailleurs, je conseille à tout le monde de lire le meilleur ouvrage qui a été publié par le meilleur spécialiste de la zone, qui est Jean-Pierre Olivier de Sardan, qui a écrit le livre dont le titre dit tout de la situation aujourd'hui, qui s'appelle « La revanche des contextes ». Je pense que tous les partenaires internationaux, qu'ils soient civils, qu'ils soient militaires ou qu'ils soient politiques, ont une absence totale de compréhension des dynamiques profondes de la crise. Pour les auditrices et auditeurs qui regardent la crise depuis le Niger, depuis fort longtemps, et donc qui est effectivement un grand spécialiste de l'espace. C'est-à-dire, c'est plus qu'un spécialiste. Il a vécu 60 ans dans la zone. Oui. Et il a la nationalité nigérienne et il parle 4 langues, et du Mali et du Niger. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui connaît mieux que personne toutes ces dynamiques et qui est un anthropologue du développement, effectivement, et qui parle de cette revanche des contextes avec le caractère totalement déconnecté des politiques publiques qui sont mises en place selon des standards et des modèles qui n'ont rien à voir avec les dynamiques profondes qui sont à l'œuvre au Sahel. Alors, ces logiques de développement que vous ne louez pas a priori, la logique sécuritaire est en échec, les logiques de développement n'ont pas amené effectivement à une croissance et une amélioration de la vie des gens sur place. Vous nous parlez d'une réponse politique, mais à vous écouter, ma question est qui est capable d'avoir une réponse politique aujourd'hui? Les acteurs sahéliens eux-mêmes. Alors, je suis désolée. Les acteurs sahéliens eux-mêmes, c'est-à-dire que je pense qu'on est à un tournant aujourd'hui dans les politiques internationales. Je pense qu'il y a un rejet de ces politiques qui prétendent apporter des solutions à des problèmes qu'elles ne connaissent pas, à des problèmes qu'elles ne maîtrisent pas. Le théâtre sahélien n'est pas le seul à être confronté à cette problématique. On peut citer le cas plus récent de l'Afghanistan. Enfin, si on regarde toutes les interventions internationales depuis 60 ans, depuis la guerre du Vietnam, ce sont des échecs qui ne cessent de s'accumuler. Donc, et aujourd'hui, il y a effectivement un mouvement qui se fait jour, qui conteste cette prétention de certains acteurs à venir expliquer quelles doivent être les solutions à la crise vécue au quotidien par certains pays, certaines populations. Et cela entre en résonance avec, en effet, les rhétoriques très anti-occidentales portées par certains acteurs, au premier rang desquels la Chine, et de manière encore plus éclatante, la Russie. Donc, et c'est là-dessus qu'à mon avis, il va y avoir un enjeu extrêmement important, c'est-à-dire qu'on est face à des acteurs qui, eux, ne prétendent pas agir au nom
de normes et de principes et de valeurs, comme les partenaires européens, occidentaux plus largement, qui revendiquent d'intervenir au nom de leurs propres intérêts ou au nom d'une sorte de solidarité anti-impérialiste, anti-occidentale. Et c'est là que les choses risquent de devenir assez compliquées avec cet élément géopolitique qui se greffe sur les dynamiques déjà à l'œuvre. D'accord. Alors, pour les auditrices et les auditeurs, effectivement, peut-être un complément à Monsieur de Cerdan, intéressant de relire Gilbert Rist, un vieil auteur français, sur un vieil ouvrage qui s'appelle « Le développement, histoire d'une croyance occidentale », qui fait assez écho au dialogue que nous sommes en train de conduire. Je suis légèrement en désaccord avec vous sur la situation russe, et après avoir discuté moi-même avec pas mal de Maliens, je les ai souvent interrogés en disant je comprends très bien l'affranchissement des tutelles, qui est un discours qui me semble sain et complètement légitime, mais je ne vois pas dans la situation actuelle un affranchissement de tutelle, je vois plutôt un changement de papa. Mais moi je suis entièrement d'accord avec vous. Je vois plutôt un changement de papa. Alors pardon si je n'ai pas été claire. Vous l'avez été, mais non, vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je n'ai pas dit que les gouvernements et les opinions publiques africaines allaient vers plus d'émancipation en embrassant ce discours. J'ai dit qu'il y avait rencontre entre effectivement ces discours très patriotiques, nationalistes, dits panafricanistes de manière très paradoxale d'ailleurs, d'une part, et effectivement la rhétorique portée par ces États-là. Mais je suis absolument convaincue que l'absence de compréhension du contexte dont j'ai parlé à propos de tous les partenaires traditionnels, européens, français, américains, etc., vaut tout autant pour les partenaires russes. On voit très bien que les interventions russes à l'extérieur ne sont quand même pas des grands succès. Alors on peut dire que la Syrie en est un si on veut, mais enfin en dehors de ça, enfin voilà, je dis ça de manière extrêmement. Non mais si on prend les choses de manière cynique, ils se sont pas, ils n'ont pas été boutés hors du pays, mais ça n'a pas été le cas en Afghanistan, en Libye, c'est quand même pas un succès. On voit ce qui se passe en Ukraine, donc ça fonctionne pas bien du tout quand même non plus les approches de la Russie, sauf dans le domaine de la guerre informationnelle, où là, ils sont extrêmement habiles et où, effectivement, les techniques qu'ils développent doivent susciter des réponses adaptées de la part des pays démocratiques qu'on n'a pas encore trouvées, à mon avis, parce que, justement, le cynisme ne fait pas partie de la panoplie qu'on est censé mobiliser dans le cadre d'un état de droit. Mais pour aller au-delà, moi, ce qui me fait très peur, effectivement, dans le fait que certains Africains se jettent comme ça dans les bras d'un nouveau démiurge, c'est justement le fait qu'à l'inverse, pour moi, les solutions ne peuvent venir que de la part des acteurs locaux. Alors qu'elles demandent un soutien, un accompagnement, c'est tout à fait légitime, mais qu'elles estiment que les solutions qu'elles doivent appliquées sont avant tout celles suggérées par leurs parrains ou par leurs partenaires privilégiés, c'est très problématique. Pour conclure, parce que je pense qu'on s'approche de la fin de la conférence, moi je pense que quand on dit les solutions appartiennent aux Sahéliens, ça ne veut pas dire qu'on est gentil, qu'on est bisounours. Parce que moi, très sincèrement, on m'a demandé quelle était ma vision prospective. Moi, elle n'est absolument pas positive si je me positionne par rapport aux valeurs qui sont les miennes, c'est-à-dire celles de foi dans la démocratie et dans les droits de l'homme. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on s'achemine dans l'Afrique de l'Ouest et pas seulement au Sahel vers des régimes malheureusement beaucoup plus autoritaires, beaucoup plus policiers, y compris sur le plan intérieur. Je pense que le Togo est peut-être un archétype du type de régime qu'on va voir se diffuser, s'installer. D'ailleurs, le Togo est très proche de la junte malienne. Et je pense que dans les pays musulmans, un type d'alliance entre ces acteurs militaires, qui, à mon avis, vont rester longtemps au pouvoir, et des acteurs religieux conservateurs, on parlait de l'imam Dicko, est tout à fait envisageable. Donc, ce qui risque de se produire, c'est que des ordres locaux vont se mettre en place, mais qui ne correspondront pas forcément ni aux valeurs, ni aux intérêts des différents partenaires internationaux. Merci beaucoup, parce que c'est un exercice extrêmement difficile. Essayer de résumer une situation sahélienne en si peu de temps, c'est assez compliqué. Malheureusement, je partage comme vous les inquiétudes sur le peu d'avenir de la démocratie en ce moment dans cet espace.
On voit cependant, petite lueur d'espoir quand même, on voit quand même que ce qui est arrivé aux interventionnistes français arrive également aux Russes aujourd'hui, c'est-à-dire que l'usure a l'air plus rapide. C'est-à-dire on entend effectivement pas mal de choses déjà sur les exactions. Je pense que nos gouvernements aident à ce qu'on entende. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais cette alliance du pouvoir malien, de la junte malienne et de ses supplétifs russes vous semble durable? Non, c'est quelque chose qui est... Alors d'abord, je pense qu'il faut se rendre compte que l'Afrique figure au dernier rang des priorités de la politique étrangère russe. Hein, voilà, il faut calmer les attentes, l'enthousiasme. Voilà, c'est comme les Américains. Voilà, l'Afrique a toujours figuré au dernier rang de leurs priorités. Voilà, c'est comme ça, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'y ont pas des intérêts. Mais enfin, je ne pense pas que les Africains doivent s'attendre à voir un investissement massif de la Russie, ne serait-ce parce que ce n'est pas un État qui a les moyens, par exemple, de mener des politiques de développement. Alors, elles sont mises en cause, d'accord, mais enfin, on a vu qu'il y a eu des déplacements d'autorités pour négocier justement des soutiens sur le plan commercial, etc. La Russie n'est pas un État qui est en mesure d'apporter ce type de soutien. Moi, je pense que là où l'influence russe va, et je ne crois absolument pas que les Russes puissent être victorieux sur le terrain. Enfin, je n'y crois absolument pas pour les mêmes raisons qui ont fait que les Français ne l'ont pas été. L'environnement est trop complexe et les groupes auxquels on a affaire ont des techniques sur le terrain extrêmement efficaces, voilà, que personne jusqu'ici n'a vraiment réussi à contrer en réalité. Mais là où, à mon avis, l'influence russe risque de durer, c'est effectivement dans le champ informationnel, où il ne faut pas oublier qu'il s'appuie sur une très longue tradition qui est aussi celle de la propagande qui a été développée du temps de l'URSS et de la guerre froide. Donc il y a déjà des réseaux et des techniques qui existent et on voit très bien qu'elles sont extrêmement rodées encore aujourd'hui. Oui, et puis la realpolitik et le cynisme fait partie des attributs de ce type de régime. Exact, donc il y a un avantage sur le terrain. Mais de manière assumée, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles que pour les acteurs. Totalement assumé. Et effectivement, les acteurs panafricanistes ont l'air très financés ou très proches des sirènes de Moscou, notamment ces derniers temps. Je vois sur une question de M. Aboubacar Bello, qui vous félicite pour votre exposé et qui voudrait avoir quelques développements sur ce qui se passe au niveau du lac Tchad, autre scène de conflit extrêmement complexe. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots rapidement? Alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste de cette zone-là. Je connais un minimum de choses. Il y a plusieurs éléments. D'abord, le fait qu'on parle toujours du groupe Boko Haram qui n'existe plus en tant que tel. Le groupe Boko Haram s'est scindé en différentes factions, certaines qui sont affiliées à l'État islamique, ce qui a favorisé la création d'une province de l'État islamique qui s'appelle ISWAP, Islamic State Province, Islamic State West Africa Province. Ça, c'est la première chose. Il y avait le groupe d'Aboubacar Shekau, le JAS, qui a été rejeté justement en fait, par l'État islamique et qui s'est enferré dans une approche de violence aveugle et extrême. Et il y avait aussi une scission d'un groupe qui avait rejoint Al-Qaïda. C'est le groupe Ansarou qui a l'air de trouver une nouvelle vigueur. Cela dit, du côté du lac Tchad, il semble, et c'est très intéressant, que les efforts de gestion en commun de la crise n'ont pas complètement bouleversé l'environnement, mais en tout cas n'ont pas beaucoup moins bien réussi que les efforts articulés autour de toutes ces coalitions internationales, interventions internationales. Donc il y a une force multinationale mixte qui a été mise en place autour du lac Tchad, appuyée sur la commission du bassin du lac Tchad, avec le Tchad, le Niger, le Nigeria, le Cameroun et le Bénin s'y associent de manière plus à géométrie variable. Les résultats, ils n'ont pas défait les groupes islamistes, bien entendu, mais en tout cas, les résultats ne sont pas déshonorants. Voilà ce que je pourrais en dire. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une logique intéressante, notamment du Niger, une autre logique de règlement de la crise qui est intéressante, c'est celle de l'amnistie, qui est retenue donc, par le Niger avec la réintégration des combattants de Boko Haram qui avaient été engagés sous Mahamadou Issoufou et qui se prolonge avec le président Bazoum qui accorde beaucoup d'importance. Merci beaucoup. Effectivement, on peut conseiller là aux personnes qui s'intéressent à la région du lac Tchad de lire
les travaux de M. Alexander Thurston aux États-Unis, et puis ceux de Marc-Antoine Pérouse de Monclos. Même sur le Sahel central. Oui, même sur le Sahel central, il est bon aussi, mais enfin, moi, c'est les premiers travaux que j'ai lus de lui, c'est sur Boko Haram. Fouché, lui, un très grand spécialiste du bassin du lac Tchad. On a une question sur le rôle éventuel de la Chine, puisqu'on voit que, bon, d'après vous, et je crois que je partage votre sentiment, les Russes n'ont pas les moyens de résoudre la situation plus que nous ne l'avions. Une question sur la Chine qui aurait éventuellement des moyens, le fantasme des moyens chinois, mais est-ce que les réseaux d'influence, etc., ça ne... Les Chinois ne sont absolument pas investis dans le champ sécuritaire. Moi, vous m'interrogeriez, je pourrais, sur leur investissement dans le champ économique, je veux dire que je ne peux pas y répondre, mais je pense qu'il y a quelque chose à dire. Sur le champ sécuritaire, au-delà de l'investissement chinois au sein des Nations Unies, dans les opérations de paix, etc., la position quand même d'abstention hier sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA au Mali, donc abstention et de la Chine et de la Russie, oui, mais un investissement chinois direct dans la gestion militaire, sécuritaire et plus encore politique de cette crise, ça me paraît totalement exclu. Enfin, je ne vois pas quel serait l'intérêt des Chinois à s'investir dans ce bourbier. Je pense qu'ils l'ont parfaitement bien compris, en fait. En revanche, par rapport à ces questions de valeur, il est évident que la rhétorique occidentale, anti-occidentale que l'on voit monter, peut correspondre à un certain nombre de rhétoriques que l'on retrouve côté chinois aussi. Merci beaucoup. Il va être temps de clôturer. Je vous pose quand même une dernière question avant de vous laisser tranquille sur éventuellement l'extension. Est-ce qu'il y a des digues pour éviter l'extension des pays enclavés vers les pays côtiers? Peu. Alors, les pays côtiers, effectivement, font l'objet dans leur région septentrionale de plus en plus d'attaques de la part de groupes djihadistes, de groupes criminels aussi. La problématique des parcs naturels est au cœur de tout ce qui se produit en ce moment dans l'espace, dans le nord des pays côtiers. C'est une question très, très, très importante avec ces approches de conservation de la nature qui se sont faites totalement à l'encontre des coutumes locales. Mais les États côtiers, à mon avis, sont mieux armés parce que ce sont aussi des États autoritaires. C'est Togo, il s'agit du Bénin, la Côte d'Ivoire, est autoritaire ou pas, c'est un cas encore à part. Mais oui, je pense que quelque part, même le Ghana, il y a cette fameuse initiative d'Accra qui essaie de mettre les choses en commun. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un effondrement aussi fort que ce qu'on a pu constater au Sahel central. Maintenant, il faudra que ces États comptent dans leurs approches à venir, devoir lutter contre ces acteurs d'insécurité. Merci beaucoup. Merci à vous.